On va s'intéresser aujourd'hui à l'histoire d'Ibn Rushd, que l'Occident connaît plutôt sous le nom d'Averroès. C'est l'histoire d'un esprit absolument brillant, issu de l'âge d'or d'Al-Andalus, et sa vie, c'est une sacrée leçon, une leçon intemporelle sur ce que ça veut dire le courage intellectuel et sur la fragilité du savoir quand il se heurte au pouvoir. Alors comment un génie célébré peut-il devenir un ennemi public? C'est vraiment la question centrale, le paradoxe qui est au cœur de toute la vie d'Ibn Rushd. Son parcours nous montre, de façon assez incroyable, à quel point la gloire et le savoir peuvent entrer en collision directe avec le pouvoir. Et surtout, ça nous montre comment des idées vraiment puissantes, peuvent survivre, même quand on essaie de les détruire par le feu. Alors, pour comprendre, il faut revenir au tout début. Tout commence là où il est né, dans la ville de Cordoue. Et à cette époque, Cordoue, c'était pas n'importe quoi. C'était le cœur vivant, le cœur battant de la civilisation en Occident. Il faut s'imaginer un peu une ville où le savoir est partout. Vraiment, partout. L'air sent les livres et les orangers. On dit même que le fleuve Guadalquivir coulait tout doucement, comme pour ne pas déranger les savants penchés sur leurs manuscrits. C'est dans cette atmosphère incroyable, bouillonnante d'idées, que le jeune Ibn Rushd a grandi. Son esprit, déjà tellement curieux, a été nourri par cet environnement absolument exceptionnel. Il faut dire qu'il ne sortait pas de nulle part. Il est né dans une lignée, une dynastie même, de juges très respectés. Mais ce n'était pas un enfant comme les autres, loin de là. Il ne se contentait pas d'écouter sagement, non. Il posait des questions si profondes qu'elles en déconcertaient les adultes. Et cette soif de connaissance, elle était insatiable. Ça l'a poussé à maîtriser la jurisprudence islamique, la médecine, la logique, la philo, et c'est justement ça, sa capacité unique à faire des ponts entre tous ces domaines, qui va devenir sa marque de fabrique. Forcément, avec une réputation pareille, il ne pouvait pas rester dans l'ombre très longtemps. Ça a fini par attirer l'attention du pouvoir, bien sûr. Et c'est là que son destin va basculer, lors d'une rencontre absolument décisive à Marrakech. Donc le calife de l'époque, Abou Yacoub Youssouf, qui était lui-même un grand amateur de philosophie, rencontre Ibn Rushd. Et là, c'est le coup de foudre intellectuel. Le calife est immédiatement bluffé par la clarté, la profondeur de son esprit, et cette première impression, elle va tout changer. C'est le début d'une collaboration qui va marquer toute la vie du philosophe. Et la mission que le calife lui confie est monumentale. Faut comprendre qu'à l'époque, les œuvres d'Aristote, oui, on les avait, mais les traductions étaient souvent incomplètes, pas très fiables, difficiles à piger, quoi. Le calife, lui, il cherchait quelqu'un d'exceptionnel. Pas juste un traducteur, non. Quelqu'un capable d'éclairer ses textes, de les rendre accessibles. Et Ibn Rushd, il accepte. Il accepte ce qui va devenir le projet de toute sa vie. Et c'est là, vraiment, qu'on touche au cœur de son génie. Parce que Ibn Rushd, ce n'était pas juste un théoricien perdu dans ses livres. Pas du tout. C'était un homme profondément ancré dans la réalité de son temps, qui jonglait en permanence avec deux mondes qui, à première vue, semblaient totalement opposés. C'est cette dualité qui le définit. D'un côté, on a le juge, le cadi. Très pragmatique, il applique la loi divine, la charia, pour assurer l'ordre et la justice dans la communauté. Et de l'autre, on a le philosophe, qui lui cherche la sagesse, la hikma, en explorant les vérités universelles avec la logique pure. Pour la plupart des gens, c'est deux mondes séparés. Mais pour Ibn Rushd, non, c'était pas du tout contradictoire. C'était juste les deux facettes de la même quête, la quête de la vérité. Et ce qui est fascinant, c'est que son travail de philosophe nourrissait directement son travail de juge. Il y a cette anecdote célèbre d'un litige foncier hyper complexe entre deux familles. Au lieu d'appliquer froidement la loi, il a passé des heures à tout analyser, à écouter, et il a utilisé sa connaissance profonde de la nature humaine pour trouver une solution qui a satisfait tout le monde. C'était ça, sa conviction. Un savoir qui ne touche pas à la réalité, à la vie des gens, ça reste juste une abstraction, ça ne sert à rien. Donc, son grand projet, son idée fondamentale, elle était carrément révolutionnaire pour l'époque. Il voulait démontrer que la philosophie, la hikma et la loi divine, la charia, n'étaient pas ennemis. Pas du tout. C'était pour lui deux chemins différents, mais qui menaient tous les deux à la même et unique vérité. En gros, il disait que la raison et la foi, loin de se battre, pouvaient et devaient se renforcer l'une l'autre pour qu'on comprenne mieux le monde. Mais voilà, dans un monde où les vents politiques tournent vite, très vite, des idées aussi audacieuses, ça peut devenir dangereux. Et c'est là tout le paradoxe de son histoire. Le sommet de sa carrière va en fait annoncer le début de sa chute. Et la chute a été aussi rapide que brutale. Il est au sommet de son influence. Et là, le climat politique en Al-Andalus se durcit d'un coup. Il y a des menaces extérieures, des pressions de factions beaucoup plus rigoristes à l'intérieur, et le calife, il devient beaucoup plus sensible à ceux qui disent que la philosophie, c'est une très très mauvaise chose. Ça a commencé tout doucement.
D'abord, des murmures à la cour, des rivaux sans doute un peu jaloux, et des puristes religieux qui s'inquiétaient de son influence ont commencé à déformer ses propos, à prendre ses idées et à les sortir complètement de leur contexte. Et rapidement, ces murmures sont devenus des accusations publiques, en pleine lumière. Tout son travail pour harmoniser la raison et la foi a été tordu, présenté comme une attaque. On l'a accusé de vouloir soumettre la parole divine à la philosophie païenne d'un Grec, Aristote. Le mot est lâché, hérésie. Et le verdict tombe, implacable. Pour calmer le jeu, le calife, celui-là même qui était son protecteur, le condamne. Il est banni, exilé dans un petit village complètement isolé. Pour un homme dont toute la vie tournait autour du savoir et de la communauté, c'est un coup terrible, vraiment terrible. Mais le pire était encore à venir. Le point culminant de cette persécution, c'est un acte d'une violence symbolique inouïe. Ces livres, le travail de toute une vie, des décennies de recherches acharnées, ont été rassemblés sur la place publique. Et on y a mis le feu. L'idée, c'était d'effacer sa pensée, de la réduire en cendres. Sauf que l'histoire ne s'arrête pas là, loin de là. Parce qu'on peut brûler des livres, ça oui, mais on ne peut pas brûler des idées. Et c'est là que commence le deuxième voyage d'Ibn Rushd. Un voyage après sa mort, qui va littéralement changer la face du monde. Juste avant de mourir, Ibn Rushd a été gracié. Il a pu revenir de son exil. Alors oui, son honneur était, disons, restauré sur le papier, mais le monde qu'il retrouvait n'était plus le même. Le climat intellectuel en Al-Andalus avait changé pour de bon. La peur avait pris la place de la curiosité. Et la philosophie, qui était autrefois célébrée, n'était clairement plus la bienvenue. Et c'est là qu'on arrive à l'ironie la plus folle de toute cette histoire. Pendant qu'on brûlait ces livres à Cordoue, des copies, elles, avaient survécu. Elles ont été traduites en latin et ont commencé à circuler dans les toutes jeunes universités d'Europe. Et là-bas, ça a été un véritable choc intellectuel. Des penseurs chrétiens majeurs, un certain Thomas d'Aquin par exemple, se sont plongés dans ses écrits. Ils l'appelaient juste « le commentateur ». C'était suffisant, tout le monde savait de qui on parlait. Et c'est comme ça que les idées d'Ibn Rushd, rejetées chez lui, ont aidé l'Europe à redécouvrir Aristote et, en fin de compte, à allumer les mèches de la Renaissance. Il y a une phrase qu'on lui attribue et qui résume tout. La connaissance ne peut être effacée par le feu. Ce qui est écrit avec sincérité reviendra, même après un certain temps. Ça résume parfaitement sa foi, sa confiance totale dans la force de la vérité. Et l'histoire, l'histoire lui a donné raison. Les idées justes, elles finissent toujours par trouver un chemin, même à travers les cendres. Au final, cette histoire d'Ibn Rushd, elle nous ramène directement à notre propre époque. Elle nous pose une question essentielle. Quelles sont les idées aujourd'hui qui méritent qu'on se batte pour elles, même si le coût est élevé? Et surtout, comment fait-on pour s'assurer que les voix de la raison ne soient jamais, jamais étouffées par les flammes de l'ignorance? C'est une question qui, des siècles plus tard, reste d'une actualité absolument brûlante.